Barbanta, chapitre 11, partie 1. Grisé par la fatigue, Hampel déambulait dans les rues assombries, se dirigeant régulièrement vers les petites lampes placées le long des serres, mais s'en écartant à chaque fois à la vue du nombre. La vie nocturne barbantéenne existait, et bon nombre de toxicomanes ou de psychas en délire se promenaient dans les allées. Il n'y avait pas d'auberge comme en montagne, mais des sortes de buvettes où on pouvait déguster quelques olives, observer une courte exposition d'œuvres artistiques centrées sur le pétrothéisme, écouter des musiques jouées par des groupes ambulants avec des instruments classiques faits de bois, de pierre ou de peau. Les barbantéens buvaient ici des jus de toutes sortes, frais, délicieux. Ils fumaient aussi. La fumée noircissait les parois des serres, mais cela créait du travail et des hommes de ménage s'affairaient à tout nettoyer, tels des poissons sur le verre de l'aquarium. Beaucoup de clients de ces buvettes étaient patchés et la drogue les faisait rire. Hommes et femmes se séduisaient les uns les autres sans finalement jamais se rencontrer, tout à leur plaisir personnel que les différentes substances propageaient dans leurs veines. Au cœur de cette foule, un enfant traînait, un sac avec difficulté. C'était un grand sac de toile de jute et il s'en occupait comme d'une chose très précieuse. Plusieurs des adultes hallucinés lui proposaient de l'aider à porter ce sac. Vraisemblablement de la nourriture, de courges ou de pommes de terre, pensait-il. Mais à chaque fois, le jeune garçon refusait. En y regardant de plus près, il avait l'air agité lui aussi, pris d'une fièvre intense. L'angoisse formait de légères flammes dans ses yeux d'amande aux longs cils. Son nez pointu semblait flairer l'endroit où il se rendait. En le voyant, Hampel se rappela l'enfant, celui atteint de sarcorexie, le petit voleur. Il se mit donc à le suivre, à son allure lente. L'autre n'allait du reste pas bien vite non plus. Il dérapa sur une traînée de fruits rouges et se cogna la tête à grand bruit contre un des étals. Cependant, ne semblant rien ressentir, il se releva, et sa bouche ronde parut soudain ululer dans la nuit. Sa détresse n'était visible que pour celui qui pouvait le voir de près. Tout de même, Hampel doutait parfois que ce soit lui, trouvant la démarche du garçon bien peu assurée par rapport à celle du pied leste du voleur de bourse. Cependant, il n'avait plus trop la force de lui en vouloir et le suivait comme une personne dans le noir qui vient soudain d'apercevoir une lumière. Les aurores auraient dû être là, mais le soleil ne se montrait pas. C'était une étrange nuit sans lune, une nuit de pétrole qui ne se décide pas à libérer le ciel. Une obscurité qui coule sur les êtres et se colle à leurs cheveux, à leurs racines, puis aux idées. Soudain, l'enfant tourna sur la droite, quittant ainsi les serres. Il se faufila entre deux maisons qui paraissaient vides. Hampel déboula à son tour entre les deux bâtiments pour se retrouver dans une sorte de terrain vague où les détritus restaient des matériaux nobles, posés pêle-mêle dans une boue à demi sèche. La scène lui rappela une photo des guerres de l'Ancien Monde où les soldats se tuaient dans la gadoue, tout ça parce que ça ne se faisait pas de se massacrer dans un champ de coquelicots. Le garçon avait retiré le sac de jute et se retrouvait devant un paquet qui semblait bien étrange. Indiscernable de là où se trouvait Hampel. Ce dernier se rapprocha en catimini. Il trébucha et Prisia se retourna. Hampel bafouilla quelques mots, mais le voleur, lorsqu'il vit à qui il avait affaire, ne bougea pas d'un millimètre et se retourna sur son étrange paquet. « Va-t'en, s'il te plaît. » La voix était douce, mais autoritaire. Elle gêna Hampel. Alors il ne sut que dire. « Rends-moi mon argent, ma patte de lapin !» répondit-il maladroitement. Et là, il entendit un bruit sec tout à côté de lui. C'était sa bourse qui venait de lui être rendue vide. « Où est la patte de lapin ?»« Elle est ici, » répondit l'autre, en désignant ce qu'il avait à ses pieds. Hampel s'approcha prudemment, comme un photographe animalier face au colibri qu'il a dans l'objectif. Puis peu à peu, il discerna l'amas au pied de Prisia. Tout d'abord, il ne vit là qu'une sorte de touffe d'herbe jaunie, presque du foin. Il mit du temps à comprendre qu'il s'agissait là de cheveux et que la terre aride d'où sortait cette herbe n'était autre qu'une tête à la peau sèche craquelée. Les yeux en cours ouverts rappelaient l'être à ce qu'il avait été d'humanité. Les yeux sombres comme des gouffres semblaient appeler l'obscurité alentour, toujours pesante. Étrangement, une légère plaie dans l'épaisseur du ciel laissait passer un faisceau de lumière évanescente qui suffisait à dessiner les couleurs du monde barbantéen. Et Hampel put ainsi entrevoir la peau couleur sable, les lèvres jaunies, elles aussi. Et ces enclaves si impersonnelles, quelques instants avant, devenaient dans les tons mordorés d'un brun puissant. Deux iris flamboyants au travers desquels la morte paraissait encore observer le monde environnant. Hampel reconnut en elle certains traits du voleur et ne douta pas que cette femme eût été sa mère. Autour du cou, accroché à un cordon, la patte de lapin était toujours d'une blancheur immaculée.
Son cœur se serra alors, et pendant un bref instant, son esprit s'éclipsa, à cause de la fatigue peut-être, du choc de voir cette femme morte, cette mère. Son sang se retourna en lui, et il vit Suze, là-haut, seule, tricotant une barboteuse. Le froid l'envahit alors de part en part. C'était un froid de l'oubli. Le froid que ressent le nouveau-né tout juste sorti de la matrice chaude. Le froid que cause la perte des illusions. Sa mère était morte aussi, parce qu'il était parti peut-être un peu, parce qu'elle avait beaucoup fumé, parce qu'elle avait refusé le changement. Et lui, dans ses horreurs de la ville cerclée par les montagnes, acceptait ce même changement, ce même roulement du monde. Il l'acceptait jusqu'à la moelle, en grelottait tout de même, preuve de ses dernières résistances au renouveau. Agenouillé près du corps, il en effleurait la peau séchée comme on touche une terre stérile. Prisia bafouilla quelques mots, revenant à lui en voyant l'envolée d'Ample. Il lui dit qu'il l'avait traîné là pour l'enterrer, dans cet endroit de Barbantea un peu oublié, loin des faiseurs de compost. Il allait l'enterrer ici même, bien au fond. Il voulait creuser jusqu'au prochain rayon de soleil. Il ne voulait pas qu'on la retrouve. Sous cet angle, personne ne pouvait voir ce qu'il faisait, même des fenêtres de la maison la plus proche. Ample était perdu. Ailleurs, loin, il n'entendait plus rien. Il découvrit le corps de la couverture qui l'enroulait. Prisia le laissa faire. Lui aussi voulait peut-être revoir encore une fois le corps tari, le corps qu'il avait enfanté. Celui-ci n'était pas nu, mais la simple chemise qui le recouvrait laissait découvrir le squelette dans son intégralité. La peau sur les os, seuls les seins formaient encore 2 protubérances de chair. Ample, les yeux si près du cadavre, voyait ainsi 2 collines et au centre un lac noir. Les pores de la peau avaient dû rester dilatés et le liquide s'était écoulé. Le liquide dont les poumons ne voulaient plus s'était échappé par les soupapes de l'épiderme vers le monde extérieur, vers la montagne d'où il venait. La nicotine et le Dunger s'étaient concentrés là, dans cette chair, comme des mésanges dans un nid. Ce corps aurait été un compost de choix pour les Barbantéens. Retenant son envie de pleurer avec le peu de conscience qui lui restait, Ample se décida à fermer les yeux de la morte.